Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous hyper méga bien depuis la semaine passée. On se retrouve aujourd'hui dimanche pour continuer cette série sur le livre 12 règles pour une vie du docteur Jordan B. Peterson avec la règle numéro 5. Do not let your children do anything that makes you dislike them. Autrement dit, ne laisse pas tes enfants faire des trucs qui pourraient te faire les détester. On rentre donc sur du développement personnel au sens large. On n'est plus au niveau individuel, on est au niveau familial, au niveau communautaire, la plus petite cellule communautaire dont on peut faire partie, autrement dit la famille. Et c'est une règle qui m'a beaucoup plu, malgré le fait que j'ai pas d'enfant, tout simplement parce que plus je prends de l'âge, en fait c'est pas plus je prends de l'âge, c'est réellement autour de mes, je pense, 22-23 ans que j'ai commencé à me dire en fait c'est pas exclu qu'un jour dans ma vie j'ai des enfants, et c'est plus ou moins cette période de ma vie que je suis tombé sur ce livre pour la première fois. Il se trouve que quand j'en ai eu 25 ou 26, j'ai passé 6 mois à bosser dans une crèche, donc avec des enfants de 4 mois à 4 ans, et j'étais pile poil en train de, je venais de lire cette règle et j'ai trouvé très intéressant, tu vois, genre les enfants c'est marrant parce que la plupart du temps, quand tu te balades dans la rue, tu vois des enfants, c'est un peu comme si c'était des enfants génériques, tu vois, c'est comme si c'était des PNJ, tu te rends pas compte qu'ils ont réellement tous une petite personnalité qui leur est propre à chacun, tu vois, c'est genre des petits gens, mais en fait c'est vraiment ça. Et en bossant avec ces gosses, ils bossaient pas trop, tu vois, mais en m'occupant d'eux, j'ai vraiment appris à comprendre la personnalité de chacun d'entre eux, et c'est comme être avec des humains, tu vois, et puis ils sont c'est tellement intéressant, genre être entouré d'enfants c'est ouf parce que ils ont pas encore toutes leurs émotions sous contrôle, donc ils sont très très impulsifs, tu vois, et ça les rend en fait, ils sont soit hyper tristes, soit hyper énervés, soit hyper émerveillés, soit hyper contents, et tu leur fais découvrir tout le temps des trucs, tu vois, vu qu'ils connaissent rien de la vie, tu te balades avec eux et tu peux leur faire, c'est ouf, tu vois, de faire, c'est comme t'as un film que t'as trop kiffé, tu le montres à un pote ou à une meuf, et c'est kiffant, tu vois, de voir quelqu'un regarder un film pour la première fois, parce que toi, t'as toi-même l'impression de, peut-être pas forcément de redécouvrir le film, mais en tout cas, c'est kiffant de te dire que la personne avec toi, tu vois, elle découvre ce film avec toi. C'est plus kiffant ça que juste de remater le film tout seul. Bref, du coup, les enfants, c'est un truc que je kiffe bien, tu vois. Tant qu'ils sont pas à moi, c'est un peu comme les chiens, tu vois. Genre, j'adore les chiens, j'adore les animaux, mais la responsabilité qui va avec, c'est pas une responsabilité que pour l'instant je suis prêt à assumer. Donc, disons que je vais pas volontairement, je suis pas dans une phase, j'ai 29 ans, tu vois, mais je suis pas dans une phase où volontairement je cherche à faire des enfants. Après, je suis un peu dans une logique où s'il y a un enfant qui m'arrive dans ma vie, tu vois, je vais m'en occuper un peu, tu vois, parce que je le prendrais, disons, comme un signe du destin, au sens où, tu vois, pendant l'incroyable, immense majorité de notre histoire, on décidait pas vraiment, on disait pas, ok, maintenant je suis prêt à faire des enfants parce que maintenant je suis suffisamment stable économiquement, socialement, ça pourrait se passer. Non, tu vois, genre, on est tous nés, on a des parents qui étaient jamais prêts parce qu'on n'avait pas de moyens de contraception, tu vois, à partir du moment où on s'amusait à faire l'amour, tu vois, il y a des bébés qui nous arrivaient dessus, et qu'on soit prêt ou non, les bébés naissaient, et il se trouve que voilà, on peut se dire ouais, le monde il est difficile aujourd'hui, si je mets un enfant au monde, ça va être dur pour lui. Frère, dis-moi dans quelle partie du monde est-ce qu'un enfant pourrait naître avec plus d'opportunités qu'en Occident aujourd'hui? Alors peut-être qu'il y en a en fait, maintenant la supériorité de l'Occident c'est quelque chose qui peut être remis en question. Il n'en reste pas moins que les enfants qui sont nés au cours de l'histoire sont nés pour la plupart dans des conditions bien plus hardcore, tu vois, ils ont choisi un niveau de vie un peu plus difficile que les enfants qui naissent aujourd'hui en 2023. Du coup, voilà, faire des enfants c'est un truc qui, d'après moi, est un peu... tu vois, on overthink le truc, vu qu'on a la possibilité de choisir quand ils viennent, on essaye tout le temps d'attendre le meilleur moment pour le faire, mais j'ai l'impression que comme beaucoup de trucs dans la vie, si on attend le meilleur moment pour se lancer, au final on se lance jamais, parce qu'on se dit toujours qu'on pourrait attendre un autre moment où les choses seraient un petit peu plus propices à se lancer. En fait, au final, ça peut du coup ne jamais arriver, parce qu'on trouve toujours mieux. La raison pour laquelle je pense que c'est essentiel de se poser la question de comment est-ce que je vais éduquer mes enfants avant d'avoir des enfants, c'est tout simplement parce que une fois que tu as commencé à appliquer un certain modèle éducatif, ça peut être assez compliqué de le remettre en question. Tu vois, tout comme dans la vie, tu as tes systèmes de croyances, tes valeurs qui te font agir d'une certaine manière, et quand tu as passé X années à te comporter d'une certaine manière, ça peut être un peu difficile de tout d'un coup changer et de te comporter d'une façon différente, parce que parfois tu t'attaches, tu t'identifies à tes idées. Tu vois, moi pendant une grande partie de mon enfance, j'étais persuadé qu'un jour ma vie elle allait devenir géniale. Tu vois, je me disais ok, j'ai rien dans la vie, mais je vois qu'à la télé, au cinéma, il y a des mecs, tu vois, ils vivent sur des îles, et ils ont des
des cocotiers, ils ont l'air de se mettre bien. Et je me disais, ouais, un jour, moi, ça va m'arriver. Mais quand? Bah, je sais pas, mais un jour, ça va m'arriver. Un jour, ma vie, elle va prendre un tournant et je vais commencer à tout exploser. Et en fait, plus le temps passait, plus je m'attachais à cette idée-là. Parce que 2 années passent, tu vois, du coup, je fais rien concrètement, aucun sacrifice, je n'essaye pas de devenir meilleur, je me dis tout simplement qu'un jour, les choses, elles vont me tomber droit dans la bouche. Et 2 années passent, 3 années passent, je m'identifie de plus en plus à cette croyance parce que c'est la chose à laquelle je peux me rattacher pour me dire que j'ai pas fait de la merde jusque-là. Tu vois, au bout de 5 ans, me dire que ok, Elio, en fait, ça se trouve, tu t'es trompé, ça se trouve, si tu as envie d'obtenir des trucs dans la vie, il faut que tu commences à te bouger, ça devenait de plus en plus difficile parce que si j'acceptais de me dire, ok, maintenant, il faut que je travaille pour atteindre mes objectifs, ça impliquait d'admettre, de reconnaître que j'avais passé 5 années à juste me saboter. J'avais passé 5 années avec la mauvaise stratégie. Alors le truc, la réponse un peu ultime, c'est de se dire au final on s'en fout. Genre t'as passé X années à faire de la merde, mais c'est pas grave, tu vois, c'est le passé. Ce qui compte, c'est que maintenant tu fasses les choses correctement. Mais voilà, tu vois, genre se remettre en question quand on a passé une certaine quantité de temps à agir d'une certaine manière, c'est très difficile. Et je pense que c'est difficile au niveau individuel. Mais quand il s'agit de l'éducation de tes enfants, quand tu as passé peut-être 2, 3, 4 années à éduquer tes enfants d'une certaine manière, tout d'un coup, que quelqu'un vienne te dire, alors déjà c'est très difficile à accepter si quelqu'un vient te le dire, mais même si toi t'es amené à dire, putain en fait ça se trouve, j'ai tous les jours puni mon enfant quand il faisait ça, ou j'ai tous les jours donné du chocolat à manger à mes enfants ou des barres de céréales, et maintenant j'entends qu'en fait les céréales c'est mauvais à cause du gluten, t'as pas envie d'accepter que tu t'es trompé pendant tout ce temps, parce qu'en fait t'as pas envie, c'est plus ta responsabilité, t'es plus le seul à en payer le prix. En fait, tu te dis, en fait, j'ai foiré mon enfant. Tu vois, je me suis chié, je l'ai éduqué. Et parce que j'ai fait de la merde, si je reconnais que j'ai fait de la merde jusque-là, je dois reconnaître, en fait, que je me suis foiré dans l'éducation de mon enfant et c'est lui qui va en payer le prix. Et du coup, ça peut être encore plus difficile que si t'es le seul, à en payer le prix. Donc, je pense qu'un des trucs assez cool à se dire, c'est d'une part qu'on peut s'intéresser à des questions concernant des schémas d'éducation avant d'avoir des enfants, mais surtout de partir un peu du principe que tu vas avoir des enfants. Si tu vas en avoir, mais si tu as des enfants, tu vas probablement faire des trucs non optimaux dans leur éducation, tout comme tes parents l'ont fait avec toi. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Regarde, tu es en train d'écouter un podcast de dev perso parce que tu vises vers le haut, en fait, et c'est ce qui compte. Peu importe à quel point tes parents se sont foirés dans ton éducation, tu as toujours la possibilité de viser vers le haut. Que tes parents t'aient donné la meilleure des éducations du monde, que tu aies eu accès aux meilleures écoles, parce que voilà, tes parents ils étaient parfaits, ils t'ont inscrit au cours de danse et ainsi de suite, ou alors, au contraire, tu vois que tes parents étaient complètement foirés. Si tu es aujourd'hui avec un désir d'aller de l'avant et que tu comprends que c'est parce que chaque soir tu te couches en étant un petit peu meilleur que la veille que tu te sens bien dans ta vie et qu'en réalité c'est en ce sens-là que le chemin, le process, tu vois, est plus important que la destination, tu dis qu'en fait, voilà, genre mes enfants, je vais peut-être faire des erreurs, mais ce qui est important, c'est de les éduquer avec de l'amour et de leur apprendre du coup à réfléchir par eux-mêmes et plein d'autres choses qu'on va du coup voir aujourd'hui. Du coup, voilà, tout ça pour dire que même si vous n'avez pas des enfants, si vous pensez que c'est pas impossible qu'un jour vous en ayez, c'est peut-être intéressant de déjà commencer à se poser 2 secondes pour réfléchir à ces questions. Le deuxième point pour lequel à mon avis c'est important, et ça c'est un point en réalité dont Peterson parle dans le chapitre, c'est que on peut détester ses enfants. En fait, tu vois, la plupart des gens, surtout quand ils n'ont pas d'enfants, ils se disent mais comment est-ce que tu peux en arriver à détester tes enfants ? Tu vois, moi je détesterai jamais mes enfants. Si j'ai des enfants, ça va être les amours de ma vie, je vais les aimer de ouf. Et Peterson, qui a une expérience en tant que psychologue clinique, je crois qu'il a fait 20 ans de consultation, il raconte qu'il a vu des familles dans lesquelles chaque membre de la famille en fait était agrippé à la gorge de l'autre membre. En fait, ils sont tous en fait en train de mutuellement essayer de s'étrangler. Il y a des familles dans lesquelles les gens en viennent à se détester. Il y a des familles toxiques et une des raisons en tout cas pour lesquelles certains parents viennent à détester leurs enfants, c'est parce que ils ne les éduquent pas, du coup les enfants font des choses qui irritent les parents ne les remettent pas en place, les parents laissent les enfants faire, donc ton enfant il fait de la merde, toi ça te saoule, tu vois, t'es vénère avec ton gosse, et ton gosse, tu vois, genre 10 minutes plus tard, lui il a oublié ce qu'il avait fait, et il vient vers toi tout content en train de te montrer un dessin, tu vois, il a dessiné une girafe, et il est trop fier, il fait regarde papa je dessine une girafe, et toi en fait tu l'as pas engueulé pour la merde qu'il a fait juste avant, t'as juste pris sur toi, et là il vient trop fier de toi, tu vois, il te montre, il a fait une girafe, et elle est belle sa girafe, tu vois, et toi juste parce que tu t'es laissé prendre, t'as toujours de la rancœur en fait, parce que t'as pas été capable de pardonner à ton enfant, c'est difficile, tu vois, de pardonner de la même manière que ça peut être difficile de pardonner à des gens, à toi-même, tu vois, tes enfants des fois t'as de la peine à leur pardonner ou ça prend du temps, ton enfant il vient, il te montre la girafe et toi tu regardes sa girafe et tu t'en bats les couilles, tu vois, ou alors tu te retournes et tu lui prêtes pas attention. En fait, les parents, des fois, vont se comporter de manière imprévisible avec leurs enfants. L'enfant, il est complètement perturbé, tu vois, il grandit dans une espèce de chaos. Il se dit, en fait, je sais pas vraiment
à quoi m'attendre, si tu veux, vis-à-vis de papa ou vis-à-vis de maman, parce qu'ils se comportent de manière imprévisible. Il y a plein de parents qui se retrouvent un peu dans une situation où parce qu'ils ont refusé le conflit dans l'instant, il y a plusieurs raisons derrière ça, ils ont refusé peut-être par paresse, peut-être par flemme, peut-être parce qu'ils étaient seuls à éduquer l'enfant, et c'est un des principes aussi dont il est fait référence dans ce livre, c'est que c'est toujours mieux d'être deux pour éduquer un enfant, parce qu'un jour tu peux avoir une super mauvaise journée au taf, il se trouve que la veille t'as bu, donc t'as gueule de bois, mauvaise journée au taf, t'as mal dormi, il s'est passé un truc de merde, t'arrives, ton enfant il a dessiné sur tous les murs, et il arrive vers toi et en plus de ça il te casse les couilles, tu vois, il est chiant. Et si t'es tout seul, réussir à te comporter de la meilleure des manières possibles avec ton enfant, bah, ça peut être compliqué. Alors que si vous êtes deux, c'est typiquement le genre de moment où tu peux dire à ton mari ou à ta femme, écoute, vas-y, là, prends le relais parce que je me sens pas capable en fait de me comporter de façon saine avec le petit ou avec la petite. Être conscient que en tant qu'être humain, tu es capable de faire du mal, tout comme tous les autres êtres humains sur cette terre. Quand il y a des nazis qui exterminent des juifs, c'est parce que c'est possible pour toi de devenir nazi et d'exterminer des juifs. Quand tu as des Hutus qui exterminent des Tutsis, quand je vous en parlais dans l'épisode précédent, c'est parce que c'est possible pour toi de sortir ta machette et d'aller exterminer plus d'1 million de personnes, pas toi tout seul, tu vois, mais en groupe. Tout ce que des gens ont fait, c'est possible que toi tu le fasses à partir du moment où tu es placé dans les bonnes circonstances. Donc être conscient que tu pourrais être amené à développer de la rancœur pour tes enfants, ça te permet du coup d'éviter de te placer dans les conditions qui te rendraient rancunier vis-à-vis de ton enfant. Donc du coup, ces conditions, c'est ne pas dire les choses quand tu sais que tu devrais le dire. Quand tes enfants font des choses qui pourraient te faire les détester, des choses qui t'irritent, te dire, écoute, non, là, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'éduque mon enfant, parce que si ces choses m'irritent moi, elles vont encore plus irriter les gens. Enfin, les autres, tu vois. Parce que toi, c'est tes enfants, tu les aimes, t'as de l'amour pour eux. Mais quand tu te balades dans la rue, tu vois des enfants qui font de la merde. Frère, t'as pas d'amour pour ces enfants, tu vois, comme je le disais avant, tu vois, c'est des enfants un peu génériques. Quand t'as un enfant qui hurle, qui fait des caprices ou qui pète des plombs et qui fait chier tout le monde, tu t'énerves, tu vois, ce gosse. Parce que c'est pas le tien, t'as pas le même amour pour lui. Donc si toi, en tant que parent, tu laisses tes enfants te comporter comme de la merde et que ça tire de toi, imagine putain ce que ça fait aux autres. Si tes enfants ne sont pas correctement sociabilisés à l'âge de 4 ans, ça va être très 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 difficile pour eux de se faire des amis, de se faire aimer de façon globale, pas forcément par leur père, mais aussi par leurs professeurs, par leurs éducateurs, par les gens qui vont croiser autour d'eux. Et ça, c'est très dangereux en fait. Tu risques de foirer l'éducation de ton enfant. Les 4 premières années en fait du développement de l'enfant, c'est les années qui sont capitales, les années qui sont cruciales, dans lesquelles en fait tu vas lancer ton enfant et ensuite t'es de moins en moins responsable de son éducation, tu vois, vu que son éducation il va la faire via ses amis, via ses profs, via les gens qu'il va rencontrer dans la rue, au club de sport, au club de je sais pas, guitare, bref. Ces nombreuses interactions sociales vont façonner son comportement. Alors que tout au début, t'es un peu la seule personne, t'es un peu son seul référent. Et ton job en tant que parent, du coup, c'est de rendre ton enfant désirable. C'est de faire en sorte que ton enfant, quand il se balade dans la rue, les gens autour de lui, tu vois, ils l'aiment. Et ils lui font pas des faux sourires ou ils sont pas en mode saoulé avec lui. Mais ton enfant, il est cool, tu vois. Donc les gens l'aiment bien et ils ont envie de l'aider, ils ont envie de lui apprendre des trucs, les autres enfants ont envie de jouer avec lui. Donc c'est un peu ton goal en tant que parent. Voilà, tout ça c'est en guise d'introduction. Pour commencer. Peterson, il commence son chapitre, sa règle, en racontant différentes situations. Du coup, je vous en parlais, tu vois. Première situation, c'est un gosse qui est avec ses parents à l'aéroport en train de pousser des hurlements. Tu vois, il pousse à 5 secondes d'intervalle des énormes cris et tout le monde est complètement saoulé parce que tout le monde est un peu fatigué dans un aéroport, tu vois, jet lag et tout, un peu stressé parce que voilà, t'as peur de rater ton avion, ainsi de suite. Et tout le monde regardait cet enfant avec haine, avec mépris, et les parents faisaient rien. Dans une situation comme ça, t'as la possibilité de prendre 3 minutes, 5 minutes et même peut-être 10 minutes de mettre ton enfant à l'écart et de lui expliquer et de le calmer, tu vois, de lui expliquer d'arrêter de faire de la merde et ne pas juste par flemme, par fatigue, laisser ton enfant casser les couilles à absolument tout le monde. Parce que t'es en train d'apprendre à ton enfant que c'est ok en fait d'être chiant pour d'autres personnes. Et à nouveau, pour éviter de se retrouver dans une situation comme ça, parce que Peterson dans le chapitre parle de différentes situations, tu vois, il a rencontré des enfants qui étaient vraiment cool et des enfants qui étaient un peu moins cool, et il explique que c'est souvent, c'est au début en fait, c'est dès le début que tu dois prêter énormément d'attention à ton enfant et faire en sorte de l'éduquer pour qu'il soit désirable. Du coup, il parle aussi, alors ça j'ai trouvé ça intéressant, il parle aussi d'une autre situation où ils sont, je crois, une espèce de fête, si tu veux, avec plusieurs parents, plusieurs enfants, et t'as des parents qui étaient obligés d'accompagner absolument, enfin de suivre leur enfant absolument partout au cours de la fête, parce que cet enfant était absolument incapable de se comporter de façon indépendante. C'est-à-dire qu'il allait, tu vois, sur le plateau des repas, et c'est un truc que certains enfants font. Moi je me souviens quand j'étais petit, j'avais un pote qui avait fait ça, je sais plus si c'était un pote ou le petit frère d'un pote, peut-être c'était un pote, il avait mangé, si tu veux, le centre de
tous les pains. C'est-à-dire que tu avais des petits toasts, si tu veux, et il aimait pas la croûte, du coup, il avait mangé la mie, si tu veux, sur absolument tous les trucs. Et sur le plateau, en fait, sur la table, il y avait juste les petites croûtes, tu vois, il avait mangé la mie de tous les machins. Bref, dans l'histoire qu'il raconte, cet enfant était incapable de se comporter de façon autonome, de façon indépendante, correctement, et du coup les parents étaient obligés de le surveiller où qu'il aille. Et il explique, tu vois, que souvent c'est un truc qui arrive, c'est que les parents, parce qu'ils souhaitent donner trop de liberté, parce qu'ils souhaitent donner beaucoup de liberté à leur enfant, ils ne posent pas de limites, ils posent pas de règles, et du coup ils privent cet enfant de se comporter de façon réellement indépendante, réellement autonome, parce que l'enfant ne comporte pas de limites, ne comprend pas, il sait pas quelles sont les limites d'un comportement acceptable, et du coup les parents sont obligés, ne peuvent pas le laisser libre en fait. Parce qu'ils ont voulu le laisser libre, maintenant ils se retrouvent obligés de le surveiller où qu'il aille, et ils ont privé du coup leur enfant, de se comporter d'une façon complètement indépendante. Il parle aussi de certaines mères qui vont surprotéger leur enfant, souvent leur fils, alors c'est un schéma qu'on retrouve souvent, en le traitant en fait comme un petit empereur. Tu vois, le petit il est en train de jouer aux jeux vidéo et elles vont genre se plier en quatre, tu vois, et le gars il fait un caprice, il demande comment on appelle ça, un sandwich de peanut butter, comme on dit, de beurre de cacahuète, tu vois, et elles vont se dépêcher, tu vois, elles vont aller en cuisine, elles vont lui préparer un petit sandwich et lui apporter sur un plateau pendant qu'il joue aux jeux vidéo. En fait, elles vont élever un enfant comme un petit empereur qui, au final, en fait, va juste considérer qu'en fait, les autres êtres humains sont à son service. Et là, il fait un lien qui est intéressant, de nouveau, qui vient nuancer toute la chose, c'est que d'un point de vue, déjà, il se demande pourquoi est-ce que les femmes ont tendance à privilégier les enfants mâles vis-à-vis des enfants filles, et c'est quelque chose en réalité qu'on voit beaucoup plus dans des pays comme l'Inde ou comme la Chine. Vous savez, en Chine, pendant un certain temps, il y avait la politique de l'enfant unique, c'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'enfants, et on se disait, le gouvernement chinois a interdit aux parents d'avoir plus d'un enfant. Et ce qui s'est passé, si tu veux, dans ces pays, c'est que souvent les parents, s'ils avaient une fille, si leur premier enfant était une fille, souvent, c'est un truc qui s'est passé, c'est un phénomène souvent, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire souvent, c'est un phénomène qui s'est passé, c'est qu'on allait tuer l'enfant fille. Genre si c'était une petite fille, un bébé fille, on allait le balancer à la poubelle. Et pourquoi est-ce qu'on favoriserait un enfant mâle? Pourquoi est-ce qu'on favoriserait un garçon à la naissance? Et il explique que d'un point de vue, alors il y a évidemment des raisons culturelles derrière tout ça, mais il explique que d'un point de vue strictement évolutif, d'un point de vue biologique, si tu pars du principe que nous, êtres humains, sommes optimisés pour la survie et la reproduction, et au final, la reproduction, c'est ce qui assure la survie de tes gènes à travers le temps. Donc, dans un sens plus large, on pourrait se dire que les êtres humains, nous sommes optimisés pour la survie de nos gènes pendant la durée de notre vie sur Terre, mais également après la durée de notre vie sur Terre. C'est pour ça qu'on veut se reproduire, pour être certain qu'on est au service, entre guillemets, de nos gènes. Toujours dans cette idée-là, un enfant garçon, un petit garçon, c'est un meilleur pari qu'un enfant fille. À nouveau, si t'es forcé de mettre tous tes œufs dans un même panier, si t'es forcé d'avoir seulement un enfant ou seulement une fille, t'as meilleur temps d'avoir un garçon. Pourquoi ? Parce qu'une fille qui a du succès, disons, d'un point de vue reproductif, elle peut avoir quoi ? 5, 6, allez, 12 enfants, 15 enfants, disons. Elle peut avoir 15 enfants. Une génération plus tard, si chacun de ses enfants a en moyenne, j'en sais rien, 2, 3 enfants, tu peux te retrouver quand même avec pas mal d'enfants, tu vois, si t'as une fille. Mais si t'as un garçon, la limite, frère, c'est le ciel, tu vois. Il prend l'exemple de Genghis Khan, tu vois, le fondateur de l'Empire mongol. Le mec, en fait, tu vois, c'était un peu un chef de guerre conquérant, tout ce que tu veux. Il était au sommet, du coup, de sa hiérarchie. Il roulait sur absolument tous les Chinois, ouais, c'est surtout des Chinois. En fait, il roulait surtout sur des Chinois, ouais. Et le type est aujourd'hui l'ancêtre commun de, je crois, 8 à 12% de la population en Asie centrale, pardon. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive encore, tu vois. On a des joueurs de basket, on a des stars, des rockstars qui ont pour réputation d'avoir couché avec des milliers de femmes. Mais on a des moyens de contraception qui, du coup, les empêchent d'être papa de 1 million d'enfants, tu vois. En fait, c'est un peu ça l'idée. Et à nouveau, tu vois, donc, du point de vue de la femme, elle sait, ou elle sait pas qu'elle sait, tu vois, mais son corps le sait. Un garçon, si tu dois tout miser sur un seul enfant, c'est plus intéressant qu'une fille. Et on sait, ça c'est Freud qui le dit, alors on sait, et c'est une théorie qui est intéressante, et c'est à la fois une théorie assez catastrophique, mais que un enfant qui est traité par sa mère, un petit garçon qui est traité par sa mère comme un petit roi, comme un petit empereur,
qui a toute l'attention de sa mère. Sa mère l'aime inconditionnellement. Elle se plie en quatre au moindre de ses caprices et elle se laisse complètement dominer par lui, comme certaines mères le font, comme je le disais. C'est un enfant qui va avancer dans la vie. C'est un petit garçon qui va avancer avec le sentiment d'être un conquérant. En fait, il va avoir une confiance en lui absolument énorme. Il va pas hésiter, tu vois, quand il se balade, il y a des trucs qu'il a envie de prendre, tu vois, que ce soit un taf, que ce soit une compagne. Il va pas hésiter en fait à prendre le lead, tu vois. Il se dit ok, j'ai pas besoin de faire des concessions pour me plier aux autres, donc je vais prendre les choses. C'est moi qui décide. Le garçon, il invite une fille chez lui pour mater un film, il va dire ok, on regarde ce film là. Et parce qu'une femme avec beaucoup d'énergie féminine est attirée par un mec avec beaucoup d'énergie masculine. Une femme, tu vois, quand tu lui dis tu veux manger quoi ce soir, elle va dire je sais pas, décide. Tu veux regarder quoi comme film, je sais pas, décide. La plupart du temps, plus une femme est féminine, plus elle a envie que ce soit toi qui prenne le lead. Elle a pas envie de venir toi, ça veut pas dire à nouveau, comme je l'ai dit, quand je dis une femme avec plus d'énergie féminine, c'est parce que pas toutes les femmes ne fonctionnent comme ça. Plus une femme est féminine, plus elle va avoir envie que ce soit toi qui la mette, que si je reprends la métaphore d'Aladin, qui la mette sur ton tapis volant et qui lui fasse découvrir le monde. C'est toi qui décides dans quel restaurant on va. Ça veut pas dire que tu dois être le tyran en mode on va dans ce resto là et t'as pas le choix, mais elle kiffe, tu vois, si t'as choisi le resto dans lequel vous allez aller, si c'est toi qui la prends par la main, si c'est toi qui la prends dans tes bras, pareil sexuellement, si c'est toi qui prends le lead, à nouveau, plus une femme est féminine, plus elle va apprécier ce genre de truc. Et l'enfant garçon qui a été pourri gâté par sa mère, il va avoir plus de facilité à se comporter comme ça. Mais en même temps, ça va partir un peu sur le, tu vois, genre si tu prends le spectre du pervers narcissique, on est en train de tendre sur le pervers narcissique, tu vois, sur le petit garçon, enfin sur l'homme au final plus tard, qui va maltraiter quelque part sa femme et qui va juste complètement la dominer sans amour, qui ne va pas lui laisser de la place pour s'exprimer et ainsi de suite. Et donc je pense que si tu as été éduqué dans une famille avec des frères et sœurs dans laquelle on t'a appris à faire attention aux autres, on t'a appris à écoute, il y a ta sœur, partage avec elle, etc., comprends d'une part que les femmes généralement elles aiment quand tu prends le lead, mais comprends aussi que c'est cool que tu aies appris à partager, parce que c'est important d'être capable de partager, et que le gamin qui a été pourri gâté, au final ça va être plus difficile pour lui, je pense, pas certain, mais j'imagine que c'est plus difficile pour lui d'apprendre à partager quand on t'a jamais appris à partager, tout simplement. Petit point aussi qu'il faut relever, c'est que Genghis Khan, il a buté 40 millions de personnes, tu vois, pas lui personnellement, mais via ses conquêtes, il a exterminé 40 millions de Chinois et de Mongols. Et à l'époque, ça représentait entre 10 et 20, je crois que c'était 15 ou même un peu plus, je crois que c'était autour de 17% de la population mondiale. J'ai pas regardé énormément de séries Netflix, mais il y en a une que j'ai matée qui c'est Narcos. J'ai trouvé ça assez cool parce que j'adore les séries en fait qui sont dans lesquelles ils parlent 2, 3 ou 4 langues. Je les écoute en VO, je me fais kiffer, tu vois, ça me permet un peu de me branler et de me trouver stylé. Mais typiquement Inglourious Basterds, tu vois, le film de Quentin Tarantino avec ce commando juif qui est en Allemagne et qui extermine des nazis. J'adorais ce film, tu vois, parce qu'il parle anglais, il parle allemand, il parle italien et français, et c'est des langues que je parle, et du coup j'écoutais, et tu vois, je me faisais trop kiffer, tu vois, quand t'avais des dialogues moitié italien, moitié en allemand, j'étais là, waouh, trop stylé et tout, j'arrive à comprendre. Dans Narcos, c'est pareil, tu vois, ils parlent constamment anglais et espagnol, c'est toujours sous-titré en anglais, mais de nouveau, un énorme kiff. Et Pablo Escobar, si vous voyez, pour ceux qui, je pense que vous voyez tous qui est Pablo Escobar, mais pour ceux qui ne voient pas qui est Pablo Escobar, du coup, c'est un énorme baron de la drogue, si tu veux, ou en 1993, un peu avant, la cocaïne, c'était une drogue qui n'était pas connue aux États-Unis. La drogue qui était consommée aux États-Unis en écrasante quantité, c'était la weed. Et en fait, aux douanes américaines, on faisait attention en fait à la weed qui pouvait être importée par exemple du Mexique. Mais la coke, on ne savait pas que ça existait. Et il se trouve que 1 million en weed, tu vois, $1 million en weed, ça prend une place énorme, tu vois, parce que les têtes de bœuf, elles prennent du volume. En termes de volume, c'est gros. Mais 1 million en coke, frère, c'est pas énorme, tu vois. Genre, si au prix de revente, la coke à New York, il faut savoir que j'avais suivi un cours avec un agent justement de la DEA, donc de la Drug Enforcement Agency. C'est les mecs aux États-Unis qui sont chargés de la lutte contre le trafic de stupéfiants, le trafic de drogue à l'international. J'avais un cours du coup avec un mec qui s'appelait Andreas Schollenhardt à l'université de Zurich, où en gros on regardait le trafic d'héroïne et de cocaïne, et on regardait comment fonctionnaient les routes et comment le prix augmentait au fil des frontières qui étaient traversées. Genre le gramme de coke à Bogota, c'est genre 3-4 dollars. Bogota, c'est du coup en Colombie. Ensuite, quand tu passes les pays d'Amérique centrale, donc Nicaragua, Costa Rica, Panama, à chaque fois que tu traverses une frontière, le gramme de coke, il augmente. Et quand tu arrives à New York, en fait, ton gramme de coke qui vaut genre 60 dollars, un délire dans le genre. 60 dollars, un gramme, un kilo, c'est pas beaucoup, hein, un kilo de coke, c'est comme ça. J'ai pas envie de faire le calcul, mais allez, juste pour le kiff, combien ça coûte, un kilo de coke à 60 le gramme. Donc si 1 gramme c'est 60 dollars et qu'un kilo c'est 1000 grammes, c'est 60 fois 1000, 60 000, facile. Donc 1 kilo de coke, admettons que ça ressemble à ça. Donc si ça c'est 60 000 balles, si je fais 1 million divisé par 60 000,
c'est une tangente, on est censé parler de l'éducation des enfants. 1 million divisé par 60 000, c'est 16. Donc si tu as 16,66, donc tu as 16,66 blocs comme ça, et c'est 1 million. Et donc, alors qu'un million en weed, tu vois, c'est absolument énorme. 1 million en coke, c'était très petit, et du coup, Pablo Escobar est devenu hyper riche parce qu'aux douanes américaines, il connaissait pas encore, tu vois, la coke, et il savait pas que, il contrôlait pas. Du coup, il s'est mis méga bien en foutant de la coke dans tous les produits alimentaires, dans tous les produits en réalité qui étaient exportés de la Colombie et amenés aux États-Unis. Et c'est devenu, je crois, le 8e homme le plus riche du monde en vendant de la drogue. Et ce mec, du coup, pour ceux qui ont vu la série Narcos, vous voyez la relation qu'il a avec sa mère. Sa mère, elle le considère comme un petit dieu, tu vois, c'est son petit prince. Pablo, il a jamais tort. Pablo, il a toujours raison. Oui, Pablo fait ça et tout. Oui, mon fils, vas-y, tu sais, de toute façon, on sent qu'il a été pourri gâté par sa mère, tu vois, le gars. Donc, il est pourri gâté par sa mère. Il a cette confiance qui l'a permis de devenir un baron de la drogue, qui lui permet de se comporter de façon ultra charismatique, tu vois, avec les femmes et ainsi de suite. Mais le mec, c'est un psychopathe, tu vois, qui a exterminé des gens. Au final, il a même posé, il a fait plusieurs attentats. Du coup, en Colombie, capitale Bogota, il a fait des attentats à Bogota parce qu'il était en conflit avec le gouvernement, et c'est un mec qui est responsable de la mort de littéralement de milliers de personnes. Bref, je vous invite à vous intéresser à l'histoire de Pablo Escobar, mais il illustre très bien le fait que quand une mère traite son enfant comme un empereur, ça lui donne une certaine confiance dans la vie, mais en même temps, c'est pas bon pour la société à échelle plus large. Donc, si t'es maman ou si t'es papa, même si à nouveau, comme je disais, en Inde, en prenant les exemples de l'Inde et de la Chine, ça peut être tentant il peut y avoir un intérêt d'un point de vue strictement biologique, génétique, de transmission de tes gènes à niveau individuel, il peut y avoir un intérêt à ce niveau-là, mais au niveau social, t'as pas envie de ça. Et au final, qu'est-ce qui se passe avec Pablo ? Il s'est fait abattre sur le toit d'une maison, et la plupart de ces fils de pute qui sont complètement, qui sont des psychopathes, qui ne considèrent pas les intérêts des autres et qui agissent seulement toujours dans leurs propres intérêts, ils finissent toujours par se retrouver complètement baisés. C'est l'exemple de Andrew Tate, qui a des idées, ma foi, tout à fait valable, qui s'exprime très bien et avec lequel je suis d'accord sur plusieurs points, mais le mec, c'est un escroc, on va pas se mentir, c'est un escroc. Il raconte fièrement sur ses podcasts comment est-ce qu'il a enculé des mecs dans un business de webcam, où en gros il payait des meufs pour tu vois, il avait des meufs qui faisaient des choix à la webcam, et en fait il avait une équipe de mecs qui s'occupaient de chatter avec les clients, du coup, qui filaient des petits pourboires pour voir les choses de la webcam, et en fait il chattait avec ces mecs en se faisant passer pour la meuf, et il leur soutirait de l'argent, tu vois. Et le mec raconte ça fièrement, tu vois, sur internet, comment est-ce qu'il escroquait des gens, et derrière il vient de vendre des formations, il vient de dire ouais, achète mon truc, achète mes produits. Mais frère, genre, si t'achètes un produit à Tate, excuse-moi, mais t'es vraiment le plus grand des débiles. T'achètes un produit à un mec qui se targue d'escroquer les gens. Alors, histoire de revenir quand même sur notre sujet principal et d'avancer un petit peu, Peterson enchaîne en disant que oui, c'est la responsabilité des parents d'éduquer leur enfant correctement, mais il vient quand même au passage chier sur Jean-Jacques Rousseau et sa théorie de, je sais pas comment on appelle ça, le bon sauvage, le noble sauvage, tu vois, genre il y a un peu deux schémas, deux philosophies un peu différentes quand il s'agit de se poser la question de la nature humaine. T'as Rousseau qui vient te dire que l'homme, dans son état naturel, dans son état sauvage, est bon, est naturellement bon, et c'est la société qui le corrompt. Et t'as à l'opposé Hobbes, donc Thomas Hobbes, un Écossais ou un Britannique, à mon avis ça doit être un Britannique, qui expliquait que du coup non, l'homme est mauvais, l'homme est un loup pour l'homme, et c'est pour ça que l'État doit avoir autant de place. Hobbes était plutôt pour un État très présent, avec sa théorie du Léviathan. Il disait il faut que l'État soit très présent et qu'il mette plein de règles, parce que l'homme est mauvais, et si on ne met pas plein de règles, en fait les hommes vont se faire du mal entre eux. Alors que Rousseau il disait non, les hommes on est fondamentalement bons, et en fait il faut que l'État soit aussi peu présent que possible. Il n'y a pas de mauvais enfants, il n'y a que des mauvais parents. Si ton enfant fait de la merde, en fait c'est juste complètement de ta faute, en fait, parce que ton enfant c'est un petit bijou pur. Alors, cet enfant comme petit personnage innocent, divin, plein de potentiel, curieux, qui avance dans la vie, on l'a tous dans notre tête, tu vois. Mais c'est un archétype. C'est un peu Simba dans le Roi Lion. Tu vois, c'est le petit, il naît, tu vois, il est genre plein de montées, il a pas de mal au fond de lui, et il avance juste, et tu vois, genre Simba dans le Roi Lion, c'est un personnage archétypal, c'est pour ça que l'histoire a bien fonctionné. Mais un archétype, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'enfant purement bon. Cette idée selon laquelle l'homme est bon et c'est la société qui les corrompt est complètement débile. Comment est-ce qu'une société peut être corrompue si les hommes à l'intérieur de la société et les hommes qui ont créé cette société sont bons ? Ce qui est cool dans ce livre, c'est que vous avez constamment des notes, des références qui sont faites, et du coup vous pouvez aller à la fin du livre et vous pouvez voir en fait d'où il tire ses sources. Donc selon un rapport de l'ONU de 2014, le taux d'homicide en Grande-Bretagne c'était de 1 pour 100 000, c'est-à-dire que pour 100 000 habitants, tu avais un homicide. Quand tu vas dans des pays comme les États-Unis, tu te retrouves avec 4 sur 100 000. Quand tu vas au Honduras, qui est une des sociétés les plus violentes, tu te retrouves
retrouve avec 9 pour 100 000. Mais quand on part dans des sociétés, même actuelles, qui sont plus sauvages, on arrive chez les Yanomami au Brésil à 300 homicides pour 100 000 habitants. Chez les Papous en Nouvelle-Guinée, c'est 140 à 1000 pour 100 000 habitants. Ou alors quand on va chez ceux qui détiennent le record des sociétés les plus violentes, le peuple indigène Caddo en Californie, on arrive à 1450 homicides pour 1000 habitants. Et donc à nouveau, on a un peu une preuve que c'est pas la société qui rend les hommes violents, étant donné que dans nos sociétés qui sont plus civilisées, plus la société, la culture a une place forte, plus du coup cette violence qui est naturelle à l'homme, elle est restreinte. Et d'ailleurs, on le sait, les êtres humains les plus violents, c'est des êtres humains de 2 ans, en fait. Quand tu as 2 ans, c'est là que tu vas voler des trucs aux autres enfants, c'est là que tu vas frapper les autres enfants, c'est là que tu vas... En fait, tu vas commettre des trucs quand tu as 2 ans. Alors, tu as 2 ans, tu vois, c'est pas très grave parce que tu n'as pas beaucoup de force et tu vas pas voler des trucs qui ont beaucoup de valeur. Mais un enfant de 2 ans, c'est l'enfant, d'un point de vue statistique, tu vois, c'est l'être humain le plus violent de tous les êtres humains. Généralement, avec l'âge, tu deviens une meilleure personne parce qu'avec l'âge, tu deviens de plus en plus sociabilisé. Attribuer les comportements violents des enfants à la société, c'est pas seulement faux en fait, c'est juste l'inverse de la réalité. Donc c'est contre-productif. Si tu pars de cette idée-là que la société pourrit les enfants, qu'elle inculque le mal dans les enfants, et que tu te dis ouais, les enfants, si je les laisse dans leur état naturel, si je m'occupe pas trop d'eux, si je les laisse faire les trucs un peu comme eux le décideraient, comme leur brillante petite nature divine, il faut que je laisse en fait cette brillante petite nature divine se manifester en eux, et du coup je vais surtout pas mettre de règles. Si tu fais ça, tu te retrouves justement avec des enfants hyper violents, des enfants du peuple Caddo en... Le peuple Caddo, c'est Caddo, donc c'est K-A-T-O, c'est pas un peuple catholique, hein. Du peuple Caddo en Californie. En fait, un enfant, ça a besoin de trouver le cadre dans lequel il va pouvoir agir. C'est-à-dire qu'il arrive sur Terre, tu vois, il sait pas en fait ce qui est ok, ce qui est pas ok, il n'y a pas de normes sociales, et tant qu'il trouve pas des limites, il va continuer de pousser. Comment il va pousser? Via la violence. En fait, les enfants, naturellement, comme je le disais, tu vois, les plus violents, les humains les plus violents, c'est les humains de 2 ans, et des enfants vont utiliser la violence tout simplement parce que la violence, c'est le moyen sur le court terme le plus efficace pour atteindre tes désirs, pour assouvir tes désirs. Tu veux quelque chose, ça appartient à quelqu'un, ça appartient pas à quelqu'un, rien à foutre, tu le prends. Si ça appartient à quelqu'un et que ce quelqu'un il est plus petit que toi, tu vas lui arracher des mains. Putain, j'ai bossé avec des gosses à la crèche. Crois-moi que se voler des trucs, tu vois, ils le font constamment. La violence, c'est le truc, par défaut, c'est le truc le plus simple qui te permet d'obtenir ce que tu veux. Des enfants, s'ils ont pas de limite, ils vont utiliser la violence. Et contre leurs parents aussi, parfois. Un gamin qui prend un... Tu vois, genre, t'as déjà vu la scène. La maman qui se met proche de son enfant, qui lui dit « Non, tu peux pas faire ça ». Et l'enfant, il est énervé, tu vois, et il lui tape sur le visage, tu vois. Pourquoi il frappe sa mère, tu vois? En fait, il essaie de la dominer. Il cherche la limite, il essaie de dire « Ok, jusqu'où est-ce que je peux taper maman pour obtenir ce que je veux ?» Un enfant qui pleure de rage, parce qu'on pleure pas forcément de tristesse, on sait qu'il y a des différences entre les types de pleurs d'un enfant. T'as un enfant qui peut pleurer parce qu'il est triste, t'as un enfant qui peut pleurer parce qu'il a la rage, si tu veux, parce qu'il est en colère. Un enfant qui pleure via la colère, c'est un enfant qui essaye de dominer, d'obtenir ce qu'il veut via la violence, en fait. C'est vas-y, je vais pousser des cris, des hurlements, jusqu'à ce que je te pousse à bout pour te faire comprendre que je suis pas content. C'est en mode comme s'il te criait dessus et qu'il disait vas-y, maintenant tu vas me filer les clés de la maison, mais pour un truc trop con, tu vois, en mode vas-y, maintenant tu vas me donner un cookie, et il se met à pleurer, il hurle, il est en train d'utiliser la violence pour obtenir ce qu'il veut, pour essayer de te dominer. Et certains parents ont de la peine à avoir des limites parce que comme on l'a vu, il y a cette idée selon laquelle faut laisser tes enfants, faut laisser le divin qui existe dans tes enfants se manifester librement et ton enfant sera bon comme un noble sauvage de Rousseau qui au passage a laissé je crois 3 ou 4 de ses enfants dans les orphelinats de l'époque, donc en termes d'éducation mec tu reviendras me donner des conseils plus tard, mais surtout parce qu'ils essayent d'être l'ami de leurs enfants. Il y a beaucoup de parents qui essayent d'être aimés, ils ont peur en fait que si je mets des limites à mon enfant va pas m'aimer en fait, et j'ai envie d'être son pote avant tout. Et ça c'est pas une solution optimale parce qu'un enfant au cours de sa vie, il va avoir plein d'amis, il aura l'occasion de s'en faire une tonne, mais des parents, il va qu'en avoir 2. Et les parents ont la responsabilité de se comporter comme proxy du monde réel, c'est-à-dire que leur job c'est de faire en sorte que cet enfant, quand ensuite on le lâche dans la nature, il est apprécié par les autres personnes. Comme je le disais juste avant, si le comportement de tes enfants t'énerve, imagine l'effet que ça va avoir sur d'autres personnes. Et ton job en tant que parent, c'est de rendre tes enfants agréables à côtoyer pour les autres, via l'éducation. Et si tu le fais pas, parce que flemme de te prendre la tête avec lui, j'en sais rien, ton gosse il est en train de manger un truc et il finit pas son assiette, tu lui dis finis ton assiette, il dit non, finis ton assiette, non. Et au bout d'un moment tu dis tu sais quoi en fait, pas envie de me prendre la tête, vas-y ok, finis pas ton assiette. T'apprends à ton gosse qu'en fait quand un adulte lui dit un truc il peut juste dire non, qu'est-ce qu'il va faire ton gosse? Tu vas l'amener à l'école, tu vois, il va arriver à la cafétéria, il va faire exactement la même chose avec un autre adulte. En fait tu délègues le job d'éduquer tes enfants à la société,
à ses pairs, à ses enseignants, ses éducateurs, ses professeurs, les adultes qu'il va côtoyer. Et eux, crois-moi que le job, ils vont le faire en mode hardcore. Il va pas être éduqué avec de l'amour. Il va être éduqué de façon brutale en fait. Maintenant, on va s'intéresser à différents principes éducatifs, 2 principes éducatifs principalement, et ensuite on va se poser la question de savoir si oui ou non c'est bon de frapper ses enfants. Alors, premièrement, l'idée centrale, oui je sais, ça me fait rigoler parce que je sais que ça va faire polémique, enfin je pense pas que ce que je veux dire ça va faire polémique, mais je sais que la manière dont je l'ai dit ça peut être un peu provocateur. Pour commencer, un premier principe, c'est d'encourager les comportements que tu as envie de voir répétés. Et ça, en réalité, ça va au-delà de l'éducation des enfants. Hein. C'est juste dans tes relations générales avec les gens. Tu as ton fils ou ta fille, plutôt ta fille, disons, qui est constamment sur son téléphone et qui communique jamais. Et un jour, elle vient, elle veut te raconter un truc qui lui arrive à l'école. Tu es au petit-déj, tu es en train de... Je sais pas, tu es sur Instagram, tu es en train de bosser sur un truc. Et elle vient, elle veut te parler d'un truc qui s'est passé à l'école. C'est le moment peut-être d'éteindre ton téléphone, de le poser et d'écouter ce qu'elle va te raconter. Même si peut-être tu t'en bats les couilles, mais c'est quoi ton but ? Ce que tu veux, c'est que ta fille, elle communique plus. Bah, si ton but, c'est que ta fille, elle communique plus, quand elle communique, récompense-la, prête-lui de l'attention, si tu as envie qu'elle le refasse à l'avenir. Si ton but, c'est qu'elle te reparle, si ton but, c'est qu'elle te reparle plus jamais, bah, très simple. Mais est-ce que ça filme ? Putain, j'ai pas mes lunettes, j'arrive pas à voir si ça filme, c'est horrible. Mais je vois que ça filme, mais il faut que je me concentre. Si ton but, c'est qu'elle te parle plus jamais de sa vie, bah, vas-y, quand elle te parle, enfin elle te raconte un truc, bah... Fais pas attention à ce qu'elle dit, pardon. Le deuxième principe qu'il est important de comprendre, c'est que tu ne vas pas pouvoir empêcher tes enfants de souffrir. Quoi qu'il arrive, tes enfants, ils vont être tristes, ils vont se blesser, ils vont en chier, ils vont par moments, tu vois, ils vont avoir l'impression que c'est la fin du monde. Ça va arriver dans tous les cas. Ton job en tant que parent, ça peut pas être de protéger tes enfants, de créer une petite bulle dans laquelle ils vont juste être protégés d'absolument tout. Tout simplement parce que si tu le fais, s'ils vivent aucun élément un peu, je vais pas dire traumatisant, mais tu vois l'idée, genre s'ils vivent aucun élément qui est difficile, ils n'ont pas l'occasion de grandir. C'est via l'adversité que tu deviens plus que ce que t'es. Donc ton job, c'est pas de les surprotéger, autrement tu rends des enfants complètement, comme on dit, innocents, complètement naïfs, crédules, qui sont juste ah ok, le monde il est bien, tu vois, c'est en mode j'ai jamais compris que le monde pouvait me blesser, j'avance, ils se font juste chier dessus par la vie à partir du moment où t'es plus là pour les protéger. Ce que tu veux, c'est faire en sorte de maximiser leur apprentissage pendant ou via les expériences négatives qu'ils vont vivre de toute façon. Partant de ces 2 principes, on a 2 autres principes qui sont les principes que tu dois appliquer au moment où tu vas poser des règles. Premier principe, c'est limite le nombre de règles. Un truc on a vu en théorie juridique, si je ne me trompe pas, quand j'étais en fac de droit en bachelor, c'est si tu as des règles, les règles stupides en fait, les règles qui sont là et qui n'ont pas de sens, elles font perdre le respect que les... Comment on dit les gens qui doivent respecter les règles ? Il y a un terme juridique pour ça. J'ai envie de le dire pour avoir l'air stylé, mais j'en souviens plus. Ok, bref, elles font perdre le respect pour les règles qui sont bonnes. C'est-à-dire que si tu as un État et que cet État, il a très peu de règles, mais que toutes les règles, elles font du sens et elles sont cohérentes, les gens disent ok, les règles que l'État me donne, elles sont ok. Maintenant, si l'État, il balance plein de règles et que tu as des règles qui font pas sens, bah, l'usager, c'est pas l'usager, putain, c'est quoi ? C'est le... Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. Je cherche sur Internet. Ah putain, je l'ai encore eu. Ah, il s'est rapproché de ma langue. Bref, c'est horrible, j'ai vraiment jamais eu cet effet-là, tu vois. Je suis en train de faire du edging avec un mot sur le bout de ma langue. Horrible. Bref, le mec, s'il voit qu'il y a des règles stupides qui sont données par son État, bah, au final, il va même perdre du respect pour les bonnes règles. Donc, dans l'idée, limiter le nombre de règles, ne pas avoir trop de règles. À côté de ça, si les règles ne sont pas respectées, le goal, ça va être d'apporter une réponse en utilisant le principe de proportionnalité. C'est comme à l'armée, tu vois. À l'armée, on nous apprenait que si un mec qui arrive, tu vois, t'es là, t'es en train de faire la garde, t'as un mec qui arrive, qui veut passer, c'est au début, non monsieur, désolé, vous pouvez pas passer. Ensuite, le mec, tu vois, il continue d'insister, il casse les couilles, mais ensuite, tu vas hausser la voix tout d'un coup, tu vois. Mais tu vas pas directement lui tirer des bastos dessus, tu vois. D'abord, t'hausses la voix, ensuite, le mec, il va dire, ouais, il va commencer à te gueuler dessus et tout. Le mec sort un couteau. S'il sort un couteau, toi, t'as un spray, on appelle ça l'Asie du mille, tu vas peut-être le sprayer si tu veux. Tu vas pas directement lui mettre un headshot. Tu vois, il y a une proportionnalité que tu dois respecter. Tout comme pour la légitime défense dans le droit. Si t'as un mec qui te vole quelque chose, t'as pas le droit de lui tirer dessus ou de lui planter un couteau s'il t'a volé un truc, tu vois. Sinon, on va pas considérer que c'est de la légitime défense. Quelqu'un te met une claque, tu sors un shotgun et tu lui tires dans les genoux. Ça fonctionne pas, mec. C'est pas de la légitime défense. Quoique, en droit suisse, on accepte que ta réponse, on va considérer que ta réponse est légitime, même si elle surpasse un petit peu le niveau de violence, parce qu'on va prendre en compte le fait que t'étais dans l'émotionnel. Genre en mode, on est venu, on a essayé de t'arracher ton sac, on t'a pas frappé, mais du coup t'as le droit de frapper la personne ne prenez pas ça comme conseil juridique, renseignez-vous auprès de vos avocats avant de faire ça, mais sauf erreur,
si quelqu'un essaie d'arracher ton sac et que tu le frappes pour récupérer ton sac, on va encore considérer que c'est de la légitime défense, même si tu n'étais pas sur le même degré du truc, tu vois, au sens où la personne, elle n'était pas en train de te frapper, même si tu vas sur des lésions corporelles simples, donc tu lui infliges des lésions corporelles simples, toujours légitime défense, si je me trompe pas. Le truc, c'est qu'il faut pas que au moment de faire ton rapport de police, tu dises ouais, j'étais tranquille et tout, il m'a pris mon sac, donc normal, tu vois, je l'ai frappé. Faut pas que tu dises ça. Faut que tu dises non, il m'a pris mon sac et du coup j'ai paniqué et je l'ai frappé. Tu vois, il faut que tu fasses que dans ton rapport de police, tu vois, ce soit écrit que t'étais en proie à l'émotion au moment où t'as fait ça. Bref, je rentre vraiment de... Ouais, faut former les mecs, c'est du dev perso. Donc, utiliser la contrainte minimale. Et cette contrainte minimale, cette proportionnalité, tu vois, elle va varier en fonction des enfants. C'est-à-dire que t'as certains enfants, ils font de la merde, tu les regardes avec un regard vénère, tu vois, ils comprennent, tu vois, ils scannent directement. Mais t'as certains enfants qui sont un peu plus, c'est des enfants un peu plus hardcore, tu vois. Et eux, ça va pas forcément suffire, tu vois, genre de juste les regarder méchamment. Et dans certaines situations, avec certains enfants qui sont particulièrement hardcore, Peterson explique que la règle de il n'y a jamais aucune excuse pour me lever la main sur un enfant, bah c'est pas forcément optimal si tu veux. Certains enfants, déjà parce que de base un enfant il est capable de faire la différence entre se faire mordre parce qu'il se fait attaquer par un chien méchant qui a pas été provoqué, ou alors se faire pincer par son chien parce qu'il lui tirait la queue, il lui a cassé les couilles pendant 20 minutes. Il est capable de créer le lien. S'il est en train de frapper sa petite sœur, si tu veux, au bout d'un moment, l'enfant, tu vois, des fois il va adopter certains comportements qui le mettre lui en danger ou qui mettent en danger d'autres personnes, tu vois, s'il frappe sa sœur et que tu fais rien, bah en fait tu vas juste laisser sa petite sœur, tu vois, juste se faire défoncer un peu tous les jours. Il faut que ton gosse il comprenne. Et si en le mettant dans sa chambre, il comprend pas parce qu'il est dans sa chambre, il écoute la musique, tu vois, où il court et puis tu l'entends chanter quand il est dans sa chambre. Si tu le mets au coin et il s'en fout, tu vois, il a pas l'air de comprendre. Ou si tu le punis, tu lui cries dessus et puis il se roule par terre et il rigole, bah par moment le fait, tu vois, il frappe sa petite sœur avec le truc. Si tu lui frappes sur la main, bah il fait le lien entre le fait, bah il va pas se dire, tu vois, genre frapper un enfant, ça lui apprend pas à être violent. Il comprend que, vas-y, je me suis fait taper sur la main parce que j'ai fait ça. Il fait le lien, tu vois, de la même manière que je te donnais l'exemple avec le chien. Il est capable de faire ce lien. De nouveau, la règle, c'est respecter la proportionnalité. Et dans certaines circonstances, quand tu veux que ton enfant, il arrête absolument le truc, lever, entre guillemets, la main sur ton enfant en lui tapant sur la main ou en faisant, tu vois, lui donner une fessée à la limite s'il a fait un truc de taré, bah c'est pas un truc qui va le traumatiser à vie. Je vais vous lire du coup 2-3 petits passages de fin. Genre 3 petits passages que j'ai sélectionnés pour conclure tout ça et ensuite bah, on se redira à la prochaine. Je vous encourage à me balancer un like, commentaire pareil si vous avez envie de réagir, avec plaisir, je lis tout. Et ouais, ça me ferait plaisir que vous mettiez un petit like histoire de soutenir un peu le podcast. Et si vous écoutez ça en audio, n'hésitez vraiment pas à balancer un vote sur Spotify ou Apple Podcast. C'est parti. A properly socialized 3-year-old is polite and engaging. Un enfant de 3 ans qui est correctement sociabilisé est poli, il s'engage volontairement si tu veux dans différents trucs, c'est-à-dire il est chaud pour faire des trucs si tu veux avec les gens. She's also no pushover. Elle est capable si tu veux de se battre pour ses intérêts. She evokes interest from other children and appreciation from adults. She exists in a world where other kids welcome her and compete for her attention. Mec, je vais mettre mes lunettes parce que je me fais défoncer. Elle existe dans un monde dans lequel les autres enfants l'accueillent toujours bien et même se battent, sont en compétition pour son attention. And where adults are happy to see her instead of hiding behind fake smiles. Et dans lequel les adultes sont contents de la voir au lieu de se cacher derrière de faux sourires. Parle de ce que tu aimes et de ce que tu n'aimes pas vis-à-vis de tes enfants avec ton partenaire ou si c'est pas possible avec un ami. But do not be afraid to have likes and dislikes. Mais n'aie pas peur d'avoir des choses que tu aimes chez ton enfant et des choses que tu n'aimes pas chez ton enfant. Tu peux juger suitable, donc approprié, de inapproprié, unsuitable. Tu ne valides pas son comportement, mais ça veut pas dire que t'aimes plus la personne. Les gens que t'aimes, ils peuvent se comporter d'une mauvaise façon, d'une façon qui ne te plaît pas. Et quand t'es parent, bah, c'est ta responsabilité de faire en sorte que tes enfants se comportent d'une manière que tu trouves appropriée. A child who pays attention instead of drifting and can play and does not whine, that child will have friends wherever he goes. Un enfant qui est attentif au lieu de juste partir en couille dans tous les sens, qui sait jouer, qui ne pleure pas, qui est comique mais qui casse pas les couilles en fait, qui est pas trop comique en mode il fait chier au bout d'un moment et à qui on peut faire confiance, cet enfant il aura des amis où qu'il aille. Ses professeurs, ses enseignants vont l'aimer tout comme ses parents. He will thrive in what can so easily be a cold, unforgiving and hostile world. Donc en gros voilà, si ton enfant il a été correctement sociabilisé, il va pouvoir genre rayonner et se développer correctement dans un monde qui pourrait être froid, impitoyable et hostile. Clear principle of discipline and punishment balance mercy and justice so that social development and psychological maturity can be optimally promoted. Des principes clairs de discipline et de punition permettent d'équilibrer clémence et justice de manière à ce que le développement social et la maturité psychologique puissent être promus de façon optimale. There are no greater gifts that a committed and courageous parent can bestow. Il n'y a pas de plus beau cadeau
qu'un parent engagé du coup dans l'éducation de ses enfants puisse du coup offrir. Ça c'est le meilleur en gros que tu puisses offrir à tes enfants, c'est de les éduquer correctement. C'est pas d'avoir de la thune mec. Genre tu peux éduquer un enfant avec un SMIC, tu peux éduquer un enfant en étant millionnaire. Au final ce qui compte c'est les valeurs que tu vas lui inculquer, c'est l'éducation que tu vas lui donner. Do not let your children do anything that makes you dislike them. Ne laisse pas tes enfants faire des trucs qui te feraient les détester. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Encore une fois, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour la règle numéro 6. Set your house in perfect order before you criticize the world.